Bonjour, chronique aujourd'hui littérature de fantasy plus précisément, et avec un vieux gros machin de fantasy qui est donc La source au bout du monde de William Morris, sorti il y a quelque temps de ça aux éditions Aux Forges de Vulcain. Donc William Morris, 1834-1896, est un bien curieux personnage, aux innombrables facettes, et qu'il paraît presque impossible de saisir en bloc. C'est peut-être pour cela qu'il est méconnu, et tout particulièrement en France, où ses œuvres littéraires ont longtemps été indisponibles, voire tout bonnement ignorées, tandis que ses autres activités au sein de la confrérie pré-raphaélite, aux côtés de ses amis Dante Gabriel Rossetti et Edward Burne-Jones, la superbe couverture du présent ouvrage est tirée d'une toile de ce dernier, ou encore du mouvement Arts and Crafts qu'il a initié. Donc ces mouvements, pour avoir eu un impact notable en leur temps de l'autre côté de la Manche, n'ont probablement pas eu ne serait-ce que l'ombre ténue de ce retentissement de par chez nous. Peut-être à cet égard est-ce l'activiste politique, socialiste dit utopique et libertaire, qui s'en est le mieux tiré, au risque néanmoins, à l'envisager uniquement sous cet angle, de passer totalement à côté du personnage. Car tous ces aspects doivent être pris en compte. Maurice, quand il crée un motif d'ameublement intérieur ou imprime ses ouvrages fétiches à sa manière avec un soin exemplaire chez lui à Kelmscott Press, avec des polices de caractère et des lettrines de sa propre confection, témoigne aussi bien de ses goûts et curiosités littéraires que de ses conceptions artistiques, le portant vers un Moyen-Âge idéalisé où l'artiste n'était pas encore distinct de l'artisan. Et aussi luxueux ces objets soient-ils, ils n'ont rien de contradictoire avec son engagement socialiste, bien au contraire en fait. Il s'agit tout à la fois d'élever le travail de l'artisan et de s'assurer une forme de démocratisation du beau, via l'alliance du beau et de l'utile, au sein même d'un carcan victorien d'une rigidité sociale angoissante. De même pour ses écrits divers et variés. Le conférencier inlassable, ardent propagandiste de la cause socialiste libertaire, s'est usé de la fiction pour faire passer ses idées, et pas seulement avec ses nouvelles de nulle part, longtemps son plus célèbre ouvrage en français. Son imaginaire chevaleresque est tout aussi indiqué pour véhiculer, au travers de ce que l'on n'appelait pas encore ces mondes secondaires, sa ferveur utopique, laquelle imprègne donc en retour ses adorations littéraires et conceptions esthétiques dans les beaux livres que sont, dans les beaux objets que sont ces livres, pardon. Tout est lié. Tous ces aspects doivent être pris en compte, oui, mais ça n'a rien d'évident. Si l'Encyclopédia Universalis, à en croire la préface nécessaire et utile d'Anne Besson, fait l'impasse sur tous les romans de Maurice, vous imaginez bien qu'un ignare tel que moi, qui découvre à une exception près Maurice et ses écrits, n'a pas grand-chose de pertinent à dire à ce propos. Oui, je vais quand même faire une très très longue chronique, malgré tout, oui, oui, je sais. Le fait demeure. Maurice, homme énergique, a beaucoup écrit, entre autres choses, et dans tous les registres d'ailleurs, fiction comme essai ou poésie. Il a aussi énormément traduit, adapté ou recréé de ces textes archaïques qui parlaient tout particulièrement à son cœur, comme notamment la saga des Volsung ou encore le vieux Beowulf, sans oublier l'Antiquité gréco-romaine, autre sujet d'adoration, qu'il était tenté de concilier avec un imaginaire davantage nordique, chevaleresque à la manière arthurienne, ou plus barbare et viking le cas échéant. Grand lecteur dès son plus jeune âge de ce genre de choses, mais avec en guise de première étape et introduction les récits de Walter Scott, Maurice, au travers de ses propres romans, au sens anglais de prose narrative dans une tradition non réaliste, même tardif dans sa complexe et exubérante carrière, Maurice donc a ainsi joué un rôle essentiel dans l'histoire de la littérature contemporaine, en accouplant avec élégance et naturel la matière historique, médiévale surtout, et les délicieux mystères de l'imaginaire et de la magie. C'est bien pourquoi on en a fait le créateur de la fantaisie et une influence déterminante de Tolkien notamment. En fait, c'est là une référence peu ou prou inévitable aujourd'hui. Tolkien incarnant la fantaisie, ceux qui l'ont précédé ne peuvent être que des précurseurs. C'est un peu triste sans doute, même si c'est néanmoins l'occasion pour nous de lire ces récits parfois injustement oubliés, j'imagine que nous n'avons pas à nous en plaindre. Et certainement pas moi qui, dans un registre pas si éloigné, via Lovecraft, ai redécouvert avec délice quelques-unes de ses idoles, Lord Dunsany, Arthur Machen, Algernon Blackwood, William Hope Hodgson, Robert W. Chambers. Si Lovecraft est un passeur, Tolkien ne l'est après tout pas moins. Tolkien, effectivement, n'a rien caché de son admiration pour l'œuvre romanesque de Maurice, même si son camarade C.S. Lewis s'est peut-être montré davantage explicite encore.
On a pu traquer d'ailleurs dans le présent gros roman, le chef-d'œuvre de Maurice dans le registre, nous dit-on, paru en 1896, soit l'année même de sa mort, des noms au moins qui ne sont pas sans résonner étrangement. Qu'un personnage détestable par ailleurs de la source au bout du monde s'appelle Gandalf n'est peut-être pas si important. Le nom même de Gandalf figure dans des textes de la littérature nordique dont Tolkien était spécialiste, ainsi dans l'Edda, sauf erreur. Mais on peut supposer qu'il y a bien une filiation du cheval Silverfax chez Maurice au cheval Shadowfax chez Tolkien. Mais les liens les plus éloquents et solides, nettement moins critiquables en tout cas, concernent davantage le fond. Du principe même du romance recréant un monde imaginaire aux rapports ambigus avec le monde contemporain, à l'importance cruciale du retour une fois la quête achevée, en passant par la présence très discrète de la magie, dont le rapport à la religion est ambigu, ou la géographie fantasque du bout du monde, à base de montagnes démesurées et de longs et ternes déserts volcaniques. Soit, Maurice a influencé Tolkien. Et que le succès de Tolkien et de la fantasy aujourd'hui autorise ce genre de retour en arrière, c'est tant mieux. Des livres parfois injustement oubliés ressurgissent, auxquels les simples lecteurs n'avaient pas forcément accès jusqu'alors, mais qui n'étaient pour autant pas des choses obscures à réserver à l'examen critique des seuls chercheurs. On redécouvre donc. Et pour m'en tenir au cas français, il me faut louer quelques initiatives. Celle ici des Forges de Vulcain, qui appelle quelques développements supplémentaires dans la section suivante de cette chronique. Celle aussi des éditions Calidor, qui ont publié pour la première fois en français les très bons Ludes en brume de Hope Mirlis et Le loup des steppes de Hal Lamb, et réédité Les habitants du Mérage d'Abraham Merritt. J'attends avec impatience la suite des opérations, en espérant qu'elle aura bien lieu. Pour l'heure, seul un deuxième tome de Lamb est annoncé, mais sans date. Celle peut-être des éditions Mnemos, pour son ambitieuse édition à venir de la fantasy de Clark Ashton Smith aussi. J'avais participé au financement participatif, et elle hâte là encore. Autant d'initiatives récentes auxquelles je souhaite le plus resplendissant avenir. Sans oublier le travail plus ancien d'éditeurs tels que Terre de Brume ou L'Arbre Vengeur. Autant de livres et d'auteurs, en effet, qui sont bien trop longtemps sans doute restés dans l'ombre des géants, et parfois d'ailleurs de géants pas toujours très bien servis par leurs éditions antérieures. Forcément, il faut mentionner ici Robert Howard, et l'admirable travail accompli par les éditions Brajlon sous la supervision de Patrice Louinet. Mais, disons-le, ces livres méritent le plus souvent d'être lus par eux-mêmes, sans se focaliser sur le seul prisme de l'influence exercée par un précurseur. Non que cette influence n'est pas à être discutée, bien sûr, mais ces livres ont vécu avant Le Seigneur des Anneaux. Ils n'ont rien de brouillon. Cette fois, c'est donc la très recommandable maison d'édition Aux Forges de Vulcain qu'il s'agit de remercier pour cette belle exhumation. Maison qui, en fait, n'en est certainement pas à sa première tentative avec les œuvres de William Morris. Je me demande même si ce n'est pas l'auteur ayant le plus de titres dans son catalogue, au point, en fait, où la destinée de cet auteur lui serait intimement liée. La maison, fondée en 2010, a publié dès 2011 deux petits ouvrages de William Morris, le très étonnant Le Pays Creux, le seul que j'avais lu jusqu'alors, dans la veine fantasy avant l'heure, et Un rêve de John Ball, louchant semble-t-il davantage vers l'utopie. Il faut y ajouter le romance plus volumineux Le lac aux îles enchantées en 2012. Mais aussi deux titres associés, La route vers l'amour en 2012 et La route des dangers en 2013, présentés comme faisant partie d'un ensemble titré Le puits au bout du monde. Mais rien depuis, jusqu'au bel ouvrage qui nous occupe aujourd'hui, intitulé La source au bout du monde. En fait, les deux romans n'en étaient pas tout à fait, ou plus exactement, ils n'avaient pas été conçus comme des œuvres distinctes, même faisant partie d'un cycle commun. La route vers l'amour et La route des dangers étaient les deux premières parties, sur 4, d'un unique roman, passablement volumineux, désigné alors sous le titre Le puits au bout du monde. L'initiative était très appréciable, et cette traduction, par Maxime Chélédy et Souad Degachi, même parcellaire alors, d'une œuvre aux dimensions monumentales, avait d'ailleurs été récompensée aux Imaginales en 2013. Seulement ce format de diffusion n'était probablement pas très approprié, car c'est bien d'un seul roman qu'il s'agit, d'où en 2016 la publication de La source au bout du monde, le roman entier, jamais traduit intégralement jusqu'alors. Le livre reprend donc, avec quelques amendements, la traduction des deux premiers volumes, présentés enfin comme les parties qu'ils sont, sous les mêmes titres, mais les complète avec les deux dernières parties, La route vers la source, la plus courte largement, cela a pu jouer sur la décision éditoriale je suppose, et La route du retour. Reconstituer le volume initial était une initiative bienvenue, mais pour un auteur tel que William Morris, Arts and Crafts et compagnie, le livre ne pouvait pas se contenter de n'être qu'un livre.
D'où ce très bel objet, en grand format. Très grand. Je crois que c'était le format initial, mais je dis peut-être des bêtises. Corrigez-moi si jamais. C'est bien la correction, j'aime bien des fois fouetter. Non, pardon. Donc, très grand format. On avouera que ça ne le rend pas très très maniable. La source au bout du monde n'est pas très indiquée pour la lecture dans le métro, disons. Mais c'est assurément très joli. Dès bien sûr cette couverture parfaitement splendide, due à l'ami de Maurice et pré-raphaélite jusqu'à l'os, Edward Burne-Jones. L'ouvrage est également des plus attrayants à l'intérieur, même s'il ne faut pas s'y tromper. Les illustrations de Maurice lui-même mentionnées dès la couverture sont au nombre de 4, les en-têtes de chacune des parties du roman. L'essentiel, en fait, sur le plan graphique, relève bien de l'optique Arts and Crafts avec des motifs décoratifs à base de fleurs et d'entrelacs s'ajoutant aux en-têtes, et surtout des lettrines complexes au début de chaque chapitre. Or, ces chapitres sont le plus souvent courts, et on peut donc compter quasiment sur une lettrine à chaque double page. Je ne sais pas si la police employée est également le fait de Maurice, j'en doute, mais la lecture, en dépit de ce format guère maniable et de la disposition du texte en double colonne, est étrangement agréable. Cela fait partie du bel objet d'une certaine manière. Alors revenons-y, l'ouvrage bénéficie enfin d'une préface éclairante autant qu'enthousiaste, due à Anne Besson qui s'y connaît. Oui, j'en arrive au roman, oui. Mais bon, c'est de la fantaisie, hein. Alors j'imagine qu'on peut commencer par s'intéresser au monde du roman, son monde secondaire si le terme est bien approprié. Pour le coup, c'est assez étonnant, parce que les critères ne pouvaient tout simplement pas être les mêmes à l'époque. Nous étions avant Howard consacrant quelque temps à réfléchir à son agiborien et à en dresser la carte, et avant Tolkien constituant une véritable encyclopédie de sa terre du milieu, et de ce qui se trouve à l'ouest de celle-ci, au fur et à mesure de la rédaction de son légendaire, ou plus exactement en faisant déjà partie en tant que tel, avant même Lord Dunsany et l'onirisme de Pegana et compagnie. Nulle carte, ici. Et en fait, je serais curieux de voir ce qu'elle donnerait, parce que le monde de la source au bout du monde n'a au fond rien à voir avec ses fameux successeurs. En fait, et même s'il s'avère propice à l'idée même de l'accomplissement d'une quête impliquant un long voyage, le monde du roman a l'air étonnamment réduit. Dans un premier temps du moins, où le héros parcourt des royaumes, communes et autres seigneuries, dont il semble possible de faire le tour en l'espace d'une seule journée parfois. Cela n'est cependant pas le cas tout du long. Après les premiers périples étonnamment brefs, la carte du monde semble enfin se dilater, de même d'ailleurs que sa chronologie. À mesure que la réalité de la source au bout du monde devient plus palpable, la géographie se transforme. Les champs semés de hameaux, les châteaux paisiblement installés sur telle ou telle colline de dimension modeste, les bois qui font figure de terra incognita sans excéder au plus quelques hectares, cèdent la place à des montagnes démesurées en forme de murailles, derrière lesquelles s'étendent à perte de vue des déserts volcaniques, austères et rudes, en forme d'épreuves avant d'atteindre le bout du monde. Si l'on doit comparer à Tolkien, c'est assez différent. Et ce alors même qu'à tout prendre la Terre du Milieu, ou plus exactement la partie de la Terre du Milieu où se déroule l'essentiel des aventures des romans de Hobby, si l'on préfère mettre de côté pour l'heure Valinor et le Beleriand ainsi que Numénor, et ce alors même donc que la Terre du Milieu n'est en fait pas si démesurée que cela. Sauf erreur, l'aventure du Seigneur des Anneaux, si riche de voyages, aller et retour, ne dure d'ailleurs pas plus d'une année. C'est comme si ici nous nous attardions longtemps dans la comté, puis dans quelques villes sans doute un peu plus grandes que Bree, oui, mais bien plus dans l'esprit de cette dernière que de Minas Tirith. Mais subitement, sans vraiment prévenir en fait, nous avons à faire face à des monts brumeux presque infranchissables, et derrière, le Mordor. Sauf que cette ultime partie, avant le retour, essentiel, s'entend, pour n'occuper que peu de pages, fort peu même, couvre en fait les plus longues distances du roman, ce qui vaut tant sur le plan spatial que sur le plan temporel. Le monde est dilaté, la chronologie des événements aussi. Le monde de la source au bout du monde a d'autres particularités éventuellement étonnantes, car il est antérieur à ce qui deviendrait les canons du genre fantasy. Ainsi s'agit-il d'un monde secondaire? Même avec l'ambiguïté de l'agiborien et de la Terre du Milieu, censément des passés mythiques de notre monde? C'est assez difficile à déterminer, car d'autres ambiguïtés sont de la partie. En fait, à tout prendre, ce monde pourrait être le nôtre. Les toponymes, francisés ici, ne sonnent certainement pas comme Kush ou la Stygie, pas davantage comme Angmar ou la Laurienne. On est davantage, oui, du côté de la comté, de Foncombe, ce genre de choses. Les noms sont en fait fonctionnels, pourrait-on dire. Ils expriment le plus souvent directement la particularité du lieu.
les Hauts-Prés, le bourg des Quatre Bosquets, etc. Nul problème ici. Le problème, c'est qu'on y fait aussi mention de noms renvoyant clairement à notre monde. On y cite régulièrement Rome, par exemple, et aussi quelques autres villes, dont Jérusalem probablement. Sans doute notre monde peut-il se superposer à un autre qui, dans sa coloration médiévale idéalisée, pourrait parfaitement s'y intégrer. Mais ça devient plus problématique quand on approche de la source au bout du monde, avec sa géographie fantasque détaillée plus haut, et cette fois radicalement incompatible. Sans doute pour autant ce questionnement peut-il passer un peu pour vain. La cohérence à tout prix, c'est très tolkienien au fond, et le dit Tolkien ne s'est pas privé d'expliquer la différence entre son monde et le nôtre par le recours à des catastrophes ou catastrophes, pouvant aller jusqu'à remplacer un monde plat par un monde sphérique. Mais on en arrive à une autre ambiguïté qu'il me paraît important de mettre en avant et qui découle de la précédente. Le monde de la source est essentiellement chrétien. C'est dit très clairement. On y lit les évangiles, et ce sont bien celles des chrétiens, on y loue nommément Jésus, et surtout on y prie quantité de saints. En fait, ce sont sans doute ces derniers qui dominent concrètement. Une foi médiévale donc, et qui, comme de juste, s'accommode presque naturellement de résurgences païennes ça et là. Notre héros est sans doute bon chrétien, en bon chevalier qu'il est. Il n'en succombe pas moins au charme de la dame d'abondance, passablement sorcière, sinon sainte, et si la quête de la source peut, je suppose, être dérivée de celle du Graal, elle implique des miracles guère catholiques. La magie est rare dans le roman, autre point rapprochant Boris de Tolkien peut-être, mais elle pointe à l'occasion, forcément un peu en porte-à-faux avec l'orthodoxie chrétienne. Mais pas totalement, et c'est sans doute pour partie le propos. Bon, et quelle histoire dans ce monde ambigu? Celle, bien sûr, d'un chevalier accomplissant une quête, un chevalier avec sa dame. Le minuscule royaume des Hauts-Prés est fort paisible. Y règne la justice et l'amour, ce qui est terriblement ennuyeux. Le vieux roi sait bien que ses enfants aimeraient partir à l'aventure. Il le leur permettra. Enfin, à 3 des 4 d'entre eux. Le plus jeune, qui est aussi son préféré, restera auprès de lui pour apprendre le métier de roi et lui succéder le moment venu. Mais Rodolphe, car tel est son nom, alors tous les noms propres sont francisés dans cette traduction, il s'appelle Ralph dans la version originale. Rodolphe, donc, est d'autant plus bouillant qu'il est minot, et n'y voit qu'injustice. Lui aussi veut partir à l'aventure. N'importe laquelle, plutôt que de s'ennuyer dans ces hauts prés sans surprise et qu'il connaît par cœur. Aussi ne se laisse-t-il pas faire, et il fugue, avec son armure de chevalier sur le dos. Les environs ne sont certes pas très différents des hauts prés, mais c'est déjà le monde extérieur, c'est bien. De village en ville, par champs et forêts, Rodolphe découvre ce monde qui lui est inconnu. Mais il ne s'en satisfera pas, il veut de l'aventure. Sans doute, aérée ainsi, finira-t-elle bien par lui tomber sur le coin de la figure. Il faut quitter les villes. Les forêts y sont plus propices, avec leurs brigands. Preux chevalier, vif à brandir l'épée, Rodolphe a bien quelques occasions de briller. Mais pas tant que cela, en fait. C'est un autre point saisissant du roman. L'adversité y est longtemps très limitée. Guère de matière pour un chevalier ambitieux. Les gens sont horriblement aimables dans l'ensemble, même si tel chevalier, déshonorant ses armes par son irrépressible jalousie, constitue déjà un antagoniste plus notable. La quête, alors? Venir au secours de tant de belles dames? Oui, sans aucun doute. Mais il y a autre chose, comme une vague rumeur, et peut-être même pas tout à fait cela. Une fois sorti des Hauts-Prés, en effet, Rodolphe, à plusieurs reprises, tombe sur des personnages tous enclins à jurer sur la source au bout du monde. Mais qu'est-ce donc? Lui n'en avait jamais entendu parler. Ils n'en savent pas grand-chose de plus. On dit, oui, qu'il se trouve une source au bout du monde, sans bien savoir où donc se situe ce bout. En fait, les informations varient avec les sources. Pardon. Mais qu'a-t-elle donc cette source pour qu'on en parle sans cesse? Là encore, les rumeurs varient. Très longtemps, en fait, on se contente de suggérer, plutôt que de le dire, qu'elle pourrait avoir des propriétés miraculeuses. Qui en boirait deviendrait immortel, ou du moins vivrait-il bien plus longtemps que quiconque. La source. En voilà une quête à propos pour le jeune et fringant chevalier. Il se lance sur sa piste, mais sans peut-être en faire sa priorité, car sur la route de Rodolphe se trouvent donc certaines dames. Le jeune et beau Rodolphe est en effet très agaçant. Où qu'il se rende, il tombe systématiquement sur les plus belles des femmes, lesquelles tombent toutes éperdument amoureuses de lui. Mais deux sont particulièrement importantes, qui entretiennent d'ailleurs une relation assez complexe et éventuellement ambiguë. On tend en fait à deviner derrière ces deux femmes, au comportement tellement similaire, une seule et même figure.
qui de toute façon relève assez clairement d'un idéal courtois. Elles sont tour à tour la dame de Rodolphe, plus que d'énièmes princesses enlevées par les méchants, même si cette dimension ne les épargne pas. Et bien sûr, toutes deux sont directement impliquées, et d'autres avec elles, ainsi la marraine de notre héros, dans la quête pour la source au bout du monde. Car la première, appelons-la la dame d'abondance, a, il y a de cela bien longtemps, accompli le trajet et bu l'eau de la source. Nous nous en doutons depuis le départ, et Maurice lâche somme toute assez vite le morceau. Mais cela n'explique que davantage le caractère non humain de la dame d'abondance. Elle est une figure féminine relevant de la religion comme de la magie, tout à la fois une sainte et une sorcière, pas une simple femme, aussi belle et bonne soit-elle. Aussi ses rapports avec Rodolphe sont-ils souvent imprégnés d'une vague gêne. Rodolphe devait rencontrer, et à plusieurs reprises, la dame d'abondance sur sa route. Il y avait bien de l'amour entre eux, mais un amour qui ne pouvait durer éternellement, car les deux personnages ne jouaient tout simplement pas dans le même registre. Il fallait donc mettre un terme à cette amourette aussi rafraîchissante qu'absurde, aussi tendre que frustrante. Un terme radical, car la jalousie n'épargne pas les hommes et les femmes de ce monde en miniature où vagabonde Rodolphe. Il fallait donc une autre femme, qui soit à la fois la dame d'abondance et humaine. En tant que telle, elle évoque une fille et tout autant une disciple du premier amour de Rodolphe. Ursule, puisque tel est son nom, joue cependant un rôle actif. Elle n'est pas une plante en pot faisant de la figuration, saluant Rodolphe de ses pleurs amoureux au moment de son départ, et l'accueillant enfin à son retour, des années plus tard le cas échéant, quand vient le moment du repos du guerrier et de la ponte des marmots pour assurer la succession. Non. Ursule participe à la quête, au point où il ne s'agit pas seulement pour elle d'accompagner le héros mâle, mais d'accaparer ses prérogatives pour prendre une part égale à son aventure. Ce n'est plus la quête de Rodolphe, c'est la quête de Rodolphe et d'Ursule. Oh, certes, en tant que femme, elle est un nécessaire véhicule de l'amour, quelque peu fatigant d'ailleurs. Mais peut-être faut-il noter que les tendresses envahissantes de tant de femmes, même si d'abord c'est de là, pour le charmant Rodolphe, ont quelque chose de franc et entier qui peut surprendre. En fait, tout particulièrement entre Rodolphe et Ursule, peut-être, l'amour ne se contente pas des démonstrations d'affection grandiloquentes de la tradition courtoise ou de l'hypocrite naïveté que l'on dit platonicienne. Leur amour est aussi charnel. Rien d'explicite, mais nulle ambiguïté non plus, et nulle morale malvenue pour condamner l'union des corps au nom de la pureté des seules âmes. Rodolphe et Ursule, certes, se marient avant d'atteindre la source. Je suppose qu'on pourrait y voir une allégorie. Et ils le font pour partie parce qu'ils redoutent que le miracle n'opère pas ou qu'ils meurent en chemin pour prix de leur péché. Mais c'est comme si le péché finalement n'avait rien à voir avec tout cela. Pas plus mal, hein? Si le péché n'a guère de place ici, il n'en va peut-être pas ainsi du mal, mais sans grande certitude, car c'est là un aspect annoncé plus haut qui m'a paru particulièrement déroutant dans le roman, le manque d'adversité. Longtemps, notre aventurier Rodolphe n'a en fait pas vraiment d'ennemis. Il y a bien quelques brigands çà et là, et des bourgeois d'essence douteuse, des ambiguïtés enfin qui semblent tout particulièrement concerner les autres porteurs d'armure. Mais pas de figures maléfiques à proprement parler, pas de Sauron, pas davantage de sorciers stygiens corrompus par son art ténébreux. En fait, cela va plus loin. Même les personnages qui paraissent d'abord négatifs se voient souvent accorder des pages consacrées, sinon à leur réhabilitation à proprement parler, du moins à réévaluer quelque peu leur vilainie. Il faut attendre assez longtemps pour rencontrer un premier personnage véritablement répugnant, le ménestrel Morphine. Mais il n'est en fait que l'ombre d'un mal plus grand encore, le seigneur d'Outre-Malmont, figure tyrannique de longue date redoutée. Même si, quand il apparaît enfin dans le roman, il n'a tout d'abord pas l'air si mauvais au fond. Et pourtant si, dans la mesure du moins où il incarne les caprices d'un despotisme esclavagiste. Anti-chevalier, Outre-Malmont oppresse parce qu'il en a la possibilité. En cela, il ne faut peut-être pas tant l'envisager comme un personnage à proprement parler, mais comme l'incarnation, sur le mode de la métaphore, de la brutalité égoïste d'un système capitaliste impitoyablement darwinien, dépouillant les hommes de tous leurs attributs. C'est pourquoi il est associé avant tout à l'esclavagisme, et en cela constitue une sorte de pont permettant l'identification du véritable mal en ce monde, la bourgeoisie la plus vulgaire, sans foi ni loi, qui trompe et exploite au seul nom de son profit, unique valeur de son horizon mental pervers. Par un hasard sans doute si la seule véritable scène de bataille du roman, tout à la fin, oppose lady bourgeois à la troupe disparate de Rodolphe, où chevaliers et bergers combattent côte à côte,
avec également les renforts d'une bourgeoisie autrement plus sympathique, car plus noble jusque dans son réalisme. Maurice était un auteur socialiste, hein. Mais pas de magie et autres maléfices dans le tableau de ces rares antagonistes marqués. La magie, encore une fois, est discrète. En bien des endroits, la source au bout du monde pourrait n'être qu'un avatar particulièrement archaïsant de romans de chevalerie, les toponymes imaginaires n'ayant pas les connotations que l'on trouvera plus tard chez un Tolkien. Pourtant, il s'agit bien de fantaisie. Les dames sont là pour le rappeler, et tout attend, bien sûr, le motif de la quête de la source au bout du monde. Mais les 4 parties du roman sont donc 4 routes, et c'est donc peut-être le voyage qui prime. La troisième route, qui conduit enfin à la source, après l'amour, après les périls, fait basculer le roman dans l'onirisme le plus fantasque, ce qui passe notamment, comme dit plus haut, par la dilatation de l'espace comme du temps. Subitement, les paysages changent. Ils gagnent avant tout en démesure, comme un moyen de renforcer leur exotisme. Et, passé la rencontre, très importante cela dit, du peuple ancien et mystérieux qui vit à la lisière du désert séparant le monde de son bout où se trouve la source, l'aventure change également de tonalité en ceci que nos héros, Rodolphe et Ursule, sont alors seuls, et ce fort longtemps. Même si les images n'ont certes pas le même effet, car traduisant des situations bien différentes. J'ai été porté, à lire cependant ces passages, à repenser à Frodon et Sam seuls au cœur du Mordor. C'est bien sûr au mieux contestable, d'autant plus bien sûr que le désespoir, en dehors de rares hésitations ainsi à l'arbre sec, n'est pas de mise ici. C'est bien l'enthousiasme qui domine, une joie baignant dans la foi, quelle qu'elle soit. Car La source au bout du monde est un roman éminemment positif. C'est une dimension tout particulièrement sensible dans la dernière partie du roman, intitulée La route du retour. Car si accomplir la quête est une chose, ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire. Les amis de la source doivent encore revenir sur leurs pas, et enfin rentrer chez eux, c'est-à-dire dans les hauts prés, où Ursule suit tout naturellement son époux. Or, ce retour a aussi pour fonction de témoigner de ce que le monde change, et dans La source au bout du monde, il change pour le mieux. Le roman, bien sûr, ne s'appesantit pas sur les voyages, mais prend bien soin d'en marquer les étapes, et à chaque fois, les choses se sont arrangées. Ainsi, notamment, le tyran d'Outre-Malmont a-t-il été vaincu et remplacé par quelqu'un de bien autrement sympathique, et les bourgeois semant la terreur dans les bois en ont de même été chassés. Joie dans les chaumières. Plus d'esclaves, mais des paysans et artisans heureux de connaître des temps meilleurs. Des hommes et des femmes libres, qui n'ont plus à craindre les caprices des despotes. À ceci près, bien sûr, que les bourgeois chassés de leur place forte dans leur égoïsme rapace en cherchent une nouvelle, les hauts prés, comme de juste. Il faudra y affronter les oppresseurs. Et pour ce faire, le chevaleresque Rodolphe ainsi que sa dame Ursule passeront quantité de pactes solennels, assurant dans la fraternité que les hommes libres sauront toujours s'unir contre l'exploitation. C'est là un aspect très important du roman, qui justifie a posteriori, à la façon d'un miroir, la construction des premières parties qui pouvaient sembler passablement alambiquées. Et j'ai tendance à croire qu'ici, tout particulièrement, Tolkien a en définitive payé son tribut à Maurice. There and Back Again, dit le sous-titre du Hobby, mais surtout difficile ici de ne pas penser au livre 6 du Seigneur des Anneaux, et tout particulièrement au retour des Hobbits dans la comté oppressée par Saruman en exil. Mais La source au bout du monde est donc un roman assez déconcertant, et je me rends bien compte à revenir sur cette lecture de ce que cette chronique n'est pas forcément si engageante que cela. En fait, je me rends compte d'autant mieux qu'au moment même de ma lecture, j'avais ces divers éléments en tête. Nous avons là un roman où il ne se passe finalement pas grand-chose, dans un monde somme toute guère singularisé, et où abondent les personnages fonctionnels, guère différenciés. En fait, de romance au sens britannique, le fait est que la romance est de la partie, et envahissante. L'adversité par contre est réduite peu ou prou à rien, et ainsi que dans les plus naïfs des contes, et les plus naïfs des utopies politiques, tout change pour le mieux. Think positive. C'est horrible, hein? Ou ça devrait l'être. Parce que le fait est que non, en fait. Et ça passe même très bien. Ce qui justifie en fait ce bonheur de lecture et ce bilan ultimement favorable, même plus que ça, c'est sans doute que 120 ans après sa publication, La source au bout du monde a su conserver, mais par quel miracle, une incroyable et revigorante fraîcheur. Cela tient peut-être au fait que ce roman, tout séminal qu'il soit, a conservé une très forte singularité le distinguant de ses plus fameuses épigones, ou prétendues telles. En fait, l'adversité limitée et même le caractère foncièrement positif du roman deviennent à cet égard des atouts,
Et ils ont bien, oui, quelque chose de rafraîchissant. Affaire de sincérité, sans doute. Bah, pas uniquement. Vous savez comme moi ce que l'on dit des bonnes intentions. Il faut donc y adjoindre un art narratif particulier témoignant du talent d'écrivain de Maurice. Celui-ci sait parfaitement agencer son histoire sur un mode picaresque, bien maîtrisé et d'une admirable efficacité. Non, il ne se passe pas forcément grand-chose dans les pages de la source au bout du monde, et on y croise nombre de personnages peu ou prou interchangeables, car peu de choses, somme toute, permettent de les distinguer, et probablement pas leur dialogue. Pourtant, on ne s'y ennuie jamais. Peut-être parce que l'auteur a su, d'une manière ou d'une autre, établir une forme de complicité bien heureuse avec son lecteur. Cela passe sans doute, aussi paradoxal que cela puisse paraître, par le caractère délibérément artificiel du roman, qui devient étrangement une garantie de sa qualité. Maurice en fait des caisses, côté archaïsant, une dimension du récit qu'il ne devait pas être évident de retranscrire en français d'ailleurs. Et pourtant cela marche très bien, c'est un beau travail. Et d'autant plus beau que, même en ce qu'il est faux, il ne vient en rien nuire à la sincérité dont je parlais un peu plus haut. En fait, il l'appuie, et cela relève donc peut-être de la complicité évoquée entre deux. C'est comme si l'auteur expliquait ses dispositifs et procédés, comme s'il violait cette sacro-sainte loi de l'écriture romanesque consistant à ne jamais afficher le caractère foncièrement mensonger de ce qui est narré. L'artifice ici est pourtant au premier plan, mais il est aussi délicieux. Le Moyen-Âge idéalisé de Maurice a quelque chose de carton-pâte. Les armures sont en toc et les arrière-plans des décors peints sur la scène d'un théâtre grotesque. Nous le savons, et en partie parce que Maurice a fait en sorte que nous le sachions. Mais cela participe en fait du plaisir de l'entreprise, de cette fantaisie naissante qui s'accommodait fort bien du factice en faisant une vertu. Peut-être est-ce aussi en cela que le roman a conservé toute sa jubilatoire vigueur. Il prend le contre-pied des encyclopédies fantaisistes ultérieures, en même temps qu'il les annonce. Ce roman n'aurait pas dû me plaire, hein. Mais non, je ne trompe personne. Bien sûr qu'il m'a plu. Je ne suis donc pas bien certain de comprendre véritablement pourquoi, mais oui, il m'a plu, indéniablement. Un très bel ouvrage et une très belle entreprise de la part des Forges de Vulcain, qui méritent bien tous nos applaudissements. Et comme on n'en a jamais assez, reste à espérer que d'autres livres du genre paraîtront, aux Forges ou ailleurs en fait, qui sauront rappeler ultimement à notre bon souvenir que la fantaisie non n'est pas née d'un seul bloc, ou de deux avec Tolkien et Howard, et que bien des maîtres du genre restent encore à découvrir ou redécouvrir.